Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre quelques minutes avant de commencer, le temps que tout le monde se connecte. On a encore quelques personnes qui se connectent, on attend quelques minutes et on va pas tarder à commencer. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, je vous propose qu'on commence ce webinaire donc, sur la réforme des retraites. On a encore quelques connexions. Alors, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue donc, dans notre webinaire sur la réforme des retraites. Donc, merci pour votre présence et merci pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Donc, bien sûr, on va y répondre lors de ce webinaire. Alors, je vais commencer par vous présenter Fortify pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Parce que je sais qu'on a pas mal de clients qui sont connectés, mais voilà, certaines personnes ne nous connaissent peut-être pas encore. Donc moi, je suis Géraldine Jourdan, donc je suis chargée de communication donc chez Fortify et je suis notamment en charge de l'organisation des webinars. Donc Fortify, donc on est un groupe de conseil et digitalisation RH. Donc on a été créé en 2014 et on est environ 50 collaborateurs pour vous accompagner sur tous vos enjeux RH. Donc, pour ce faire, on est structuré en 5 grands pôles d'activité. Donc, nous avons un pôle digitalisation. Donc, on vous propose l'implémentation, le paramétrage de solutions, donc SIRH, de gestion des talents, gestion de la paye et également des solutions de gestion des temps. Nous avons également un pôle externalisation, donc nous pouvons vous accompagner notamment sur la gestion de votre paye. Nous avons également un pôle conseil que Axel va vous présenter plus en détail. Nous pouvons également vous accompagner sur du recrutement. Donc si vous avez besoin de faire appel à des experts et à nos consultants pour le recrutement donc de profils RH ou SIRH, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et pour terminer, nous sommes également organisme de formation, donc certifié Calliope. Donc, nous pouvons vous accompagner également sur votre montée en compétences, donc que ce soit sur la partie logicielle ou sur la partie gestion RH. Donc voilà pour la présentation de Fortify. Donc, je vais laisser la parole à Axel qui va vous présenter plus en détail le pôle conseil. Merci Géraldine, bonjour à tous. Alors, pour ma part, donc, je suis Axel Recouvreur, juriste en droit social. J'exerce ce métier à la fois en tant que consultante pour les clients, mais également en tant que juriste interne auprès de nos collaborateurs. Pour vous présenter un petit peu le pôle conseil RH et qu'est-ce que nous faisons, nous avons une équipe de consultants qui peuvent vous accompagner sur la politique RH de votre entreprise, puis ils vous apporteront un regard un petit peu extérieur pour vous permettre d'optimiser au maximum vos performances en matière de ressources humaines. Et pour vous citer un petit peu des domaines, ça peut être en termes de gestion du personnel, de recrutement, d'onboarding, gestion des carrières, les entretiens professionnels, la gestion de la formation, l'optimisation de l'expérience collaborateur, la QVT, la marque employeur, également le dialogue social avec la mise en place des élections CSE. On peut également réaliser des audits de fonctionnement, mise en place d'actions correctives, etc. Et également l'accompagnement de fin de carrière des salariés. Et c'est pour amener également le sujet du jour, notamment la réforme des retraites et donc le départ à la retraite de vos salariés. Pour vous présenter un petit peu le programme du jour. Alors, nous allons tout d'abord vous parler des grands enjeux de la réforme des retraites. Ensuite, nous allons vous parler un petit peu des mesures et surtout des principales mesures à retenir. Nous allons également vous faire un petit question-réponse. Donc, vous avez été nombreux à nous poser des questions. On a fait une petite sélection.
des questions les plus pertinentes. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les poser dans le chat et puis on reviendra vers vous plus tard pour y répondre de manière plus personnalisée et plus précise. Et voilà pour le programme. On va commencer donc avec les grands enjeux de cette réforme. Pour vous rappeler un petit peu le contexte. Donc, nous avons un projet de loi qui a été promulgué le 14 avril 2023, une entrée en vigueur de la réforme au 1er septembre 2023. Et tout au long de l'été, puis également en septembre, nous avons eu la publication de décrets qui ont permis de préciser et de mettre en application toutes ces mesures. Alors, qui est concerné par la réforme? On a eu pas mal de questions là-dessus. Ce sont tous les salariés du régime public et privé relevant du régime général, de même que les travailleurs indépendants. Donc, ça peut être les artisans, les commerçants, les professions libérales, les agriculteurs. Enfin, vraiment, ça touche tout le monde. Et en termes d'assurance, plus particulièrement toutes les personnes nées à partir du 1er septembre 1961. Pour vous présenter un petit peu les objectifs de cette réforme. Donc, on a 3 grands objectifs. Un objectif d'équilibre, donc l'idée, c'est de travailler plus progressivement et plus longtemps. Un objectif de justice, donc protéger les plus fragiles, les personnes en carrière longue, les personnes en carrière plus difficile. Également un objectif de progrès social, avec notamment une des grandes mesures qui est l'augmentation du minimum de pension-retraite. Voilà, c'est un petit peu le contexte de cette réforme. On va donc commencer avec les principales mesures à retenir. Et tout d'abord, la fermeture de 4 régimes spéciaux. Donc effectivement, on a l'article 1er de la loi portant réforme des retraites qui a prévu la suppression de 4 régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. Donc les personnes recrutées depuis le 1er septembre 2023 sont désormais affiliées à un régime général pour leur retraite de base et pour leur retraite complémentaire. Les régimes concernés sont les suivants: le régime des clercs et des employés de notaire, des personnes de la RATP, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques, gazières et la Banque de France. Pour les personnes qui étaient déjà en place dans ces organismes au 1er septembre, nous avons une clause, dite la clause du grand-père, qui s'applique. Les personnes continueront de bénéficier du régime spécial auquel elles sont affiliées. Toutefois, elles sont soumises au relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite et de la durée d'assurance requise, et également au nouveau régime des départs anticipés. Donc, elles sont un petit peu entre deux. Ensuite, nous allons passer au relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite. Donc, nous avons la durée d'assurance requise pour l'obtention de la retraite qui augmente progressivement. Et donc, nous avons un âge d'ouverture qui est reporté à raison de 3 mois par génération à compter des générations nées à partir du 31 août 1961. C'était cette date-là qui était importante à retenir. Et l'idée de ce relèvement progressif, c'est d'aller jusqu'à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Bon, ça peut paraître un peu fou comme ça avec toutes ces dates. On vous a fait un petit tableau récap. On vous communiquera de toute façon le support en fin de webinaire. Vous pourrez prendre peut-être plus le temps par génération, etc., de regarder le nombre de trimestres requis. Ça sera peut-être plus simple et plus clair, surtout pour vous. Nous passons à l'aménagement des dispositifs de retraite anticipée. Donc, l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui permet, sous certaines conditions, de partir à la retraite avant l'âge légal. Qui va être concerné par ce dispositif? Donc, nous avons les salariés handicapés, tout d'abord. Donc, ils voient leurs conditions de liquidation anticipée de retraite qui est simplifiée. Désormais, seule la durée d'assurance cotisée est prise en compte et non de façon cumulative la durée cotisée et la durée validée. Donc, pour information et pour un petit peu éclaircir tout ça, les trimestres cotisés, ce sont les trimestres qui correspondent aux périodes pendant lesquelles les cotisations retraite ont été prélevées sur le revenu et versées aux caisses de retraite. Ensuite, on a les trimestres validés qui se calculent en additionnant les trimestres cotisés et les trimestres assimilés. Trimestres assimilés qui sont ceux qui correspondent aux trimestres attribués gratuitement lors des périodes d'interruption involontaire d'activité professionnelle.
Voilà pour les salariés handicapés. Ensuite, autre catégorie de salariés concernés, on a les salariés justifiant d'une incapacité permanente. Donc, avant la réforme, les salariés qui ne remplissaient pas les conditions d'une retraite anticipée pour handicap et qui justifiaient d'un taux minimal d'incapacité permanente de 80% pouvaient solliciter l'examen de leur situation par une commission de la CNAV. Désormais, ils pourront solliciter cet examen dès qu'ils ont atteint une incapacité permanente d'au moins 50%. Donc, on est 50% au lieu de 80% auparavant au moment de la demande de liquidation. Et pour les salariés qui justifient d'une incapacité permanente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la condition d'âge reste abaissée à 60 ans s'ils justifient d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 20%. Et si ce taux d'incapacité permanente est compris entre 10 et 19%, ils pourront liquider leur retraite 2 ans avant l'âge légal de départ. Autre catégorie de salariés concernés, on a les salariés inaptes ou invalides. L'âge minimal légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans, toujours pour ces personnes-là qui sont reconnues inaptes au travail. La reconnaissance de l'inaptitude suppose l'établissement d'un rapport médical par soit le médecin traitant si la personne n'est plus en activité, soit le médecin du travail si la personne est toujours en poste. Et pour les salariés invalides, l'âge de départ légal à la retraite est abaissé dans les mêmes conditions que les salariés inaptes, donc à 62 ans. Ensuite, nous allons passer à la retraite progressive. Alors, déjà, pour être un petit peu plus précis, qu'est-ce que c'est la retraite progressive? C'est un dispositif qui permet à l'assuré de travailler à temps partiel tout en percevant une partie de sa pension de retraite. Actuellement, la retraite progressive permet aux assurés qui ont au moins 60 ans, donc c'est l'âge légal actuel, 62 ans, diminué de 2 ans, et 150 trimestres d'assurance d'exercer une activité professionnelle à temps partiel ou à temps réduit, tout en bénéficiant d'une fraction de leur pension de vieillesse provisoire, laquelle dépend de leur durée d'activité. Une fois que le salarié décide de prendre sa retraite, sa pension provisoire est recalculée en tenant compte des droits acquis du fait de l'exercice de l'activité à temps partiel ou à temps réduit. La nouvelle loi apporte plusieurs aménagements au dispositif de retraite à compter du 1er septembre pour pouvoir encourager un petit peu son recours. L'âge d'accès à la retraite progressive reste fixé à 2 ans avant l'âge légal de départ en retraite, qui donc passe progressivement de 62 à 64 ans pour les assurés, toujours nés à compter du 1er septembre 1961. L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive va donc être relevé au même rythme et puis passer donc progressivement de 60 à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961. C'est pour ça qu'on vous disait au début, cette date, elle est importante à retenir. Les dispositions sur la durée minimale et la durée maximale de travail des salariés bénéficiant d'une retraite progressive sont réécrites, mais il n'y a pas vraiment de changement sur le fond. Donc, on a la quotité de travail des salariés en retraite progressive qui ne pourra être inférieure à 40% ou supérieure à 80% de la durée du travail à temps complet. Cela vise à la fois les salariés à temps partiel et les salariés à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jour ou en demi-journée. Donc ça, c'est pour les salariés en forfait jour. Depuis le 1er septembre, les assurés exerçant à titre exclusif une activité salariée non assujettie à une durée d'activité définie par un employeur pourront bénéficier d'une retraite progressive si cette activité leur procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels. On a 2 conditions de revenu minimal et de baisse des revenus professionnels. Sans changement là, la durée d'activité procurée à l'assuré, l'activité devrait procurer à l'assuré un revenu annuel supérieur ou égal à 40% du SMIC brut, calculé sur la durée légale. S'agissant de la diminution des revenus, le décret indique que la quotité de diminution des revenus professionnels ne peut être inférieure à 20% ou supérieure à 60%. À l'heure actuelle, on a les salariés à temps plein qui ne peuvent pas accéder au dispositif de retraite progressive en l'absence d'accord de leur employeur. Et donc, pour y remédier, la loi qui réforme les retraites encadre le refus de l'employeur.
Donc, l'employeur ne pourra s'opposer à la demande de passage à temps partiel que s'il justifie que la durée du travail souhaitée par le salarié est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. L'absence de réponse écrite et motivée de l'employeur dans les 2 mois de la réception de la demande du salarié de passage à temps partiel ou à temps réduit vaudra accord de l'employeur. Concernant maintenant le cumul emploi-retraite. Qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui permet de reprendre une activité et de cumuler ses revenus d'activité avec sa pension de retraite. On a 2 conditions pour ce cumul emploi-retraite. Tout d'abord, avoir liquidé toutes ses pensions obligatoires de retraite, donc la pension de base et la pension complémentaire, et avoir soit atteint l'âge légal de départ en retraite, donc l'âge qui est relevé de 62 à 64 ans, et justifié de la durée d'assurance requise pour liquider sa pension à taux plein, donc qui est relevée à 172 trimestres, soit avoir atteint l'âge de 67 ans, qui est l'âge de taux plein automatique. Si l'assuré ne remplit pas les conditions du cumul, il est soumis à des conditions beaucoup plus restrictives. Donc, on a des délais d'attente, par exemple. Jusqu'à présent, le fait de travailler en cumul emploi-retraite ne permettait pas de constituer de nouveaux droits à la retraite. Et la loi prévoit maintenant que les assurés en cumul emploi-retraite pourront acquérir des droits à pension sur l'activité poursuivie ou sur la reprise d'activité. Si cette reprise d'activité a lieu chez le dernier employeur, ce nouveau droit sera subordonné à une condition spécifique, sous forme d'un délai d'attente. Il faudra que la reprise d'activité intervienne au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse. Pareil, on avait une question là-dessus, donc si ce n'est pas clair, vous n'hésitez pas à nous dire dans le chat, puis on vous reprécisera tout ça. Le montant de cette seconde pension ne pourra pas dépasser un plafond annuel. Donc, le décret fixe celui-ci à 5% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour vous donner une idée, en 2023, on était à 2 199,60 € par an, ou 183 € et quelques par mois. La liquidation de la seconde pension de vieillesse suppose que le salarié cesse son activité. Le salarié devra adresser une demande de seconde pension via un formulaire spécifique. La caisse de retraite destinataire sera chargée de communiquer aux autres régimes de retraite une copie du formulaire et des pièces justificatives. Donc ça, c'est des formalités un petit peu administratives en plus. On va maintenant passer à la revalorisation de la pension minimale. La pension minimale des personnes ayant pris leur retraite avant le 31 août 2023 est revalorisée de 100 € brut par mois. Le versement de cette majoration aura lieu au plus tard le 1er septembre 2024. Pour bénéficier de cette revalorisation, évidemment, il y a des conditions. Donc, il faut avoir une durée d'assurance cotisée supérieure ou égale à 120 trimestres et avoir liquidé sa pension à taux plein. La somme de cette majoration et de la pension de base ne doit pas excéder un certain plafond qui est fixé à 10 000 170 et quelques par an, soit 847 € par mois. Si ce plafond est dépassé, la majoration de la pension sera réduite. Ce plafond est de plus proratisé selon la durée d'assurance qui est validée. La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes de base et complémentaires qui ne dépasse pas encore une fois un plafond fixé à 1 352 € et quelques depuis le 1er mai 2023. Le déplacement de ce plafond entraînera une réduction de la majoration. Pour les personnes qui ont cotisé moins de 120 trimestres, la majoration de la pension sera réduite en fonction de la durée d'assurance cotisée. Lorsque ces personnes ont cotisé moins de 120 trimestres, les retraités du régime général de l'assurance vieillesse de sécurité sociale qui justifient d'une carrière complète, donc 43 ans, et qui ont cotisé à temps plein au niveau du SMIC, perçoivent un montant minimum de retraite qui est appelé le montant minimum contributif. Lorsque ces retraités ont cotisé au moins 120 trimestres, ils bénéficient d'un minimum contributif qui est majoré. Donc, cette pension minimale s'applique aussi bien aux salariés qu'aux artisans, aux commerçants, agriculteurs, à compter du 1er septembre. Pour information et pour être un peu plus clair, au niveau des montants du minimum contributif, avant le 1er septembre, on était à 680
4 € et quelques pour le minimum contributif brut par mois. Et on passe à 709 € brut par mois. Et pour le minimum contributif majoré, on passe de 747 € avant le 1er septembre à 847 € après le 1er septembre. Depuis le 1er septembre. Voilà pour ce minimum. Ensuite, concernant le compte personnel de prévention. Alors, c'est quoi déjà? C'est un outil qui permet de bénéficier d'une formation professionnelle, de diminuer son temps de travail dans le cadre d'un temps partiel et d'acquérir des trimestres au titre de la retraite de base. Quels sont un petit peu les objectifs? C'est de participer tout d'abord au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation, de prévention, de formation et de reconversion. Pour accumuler des points sur ce compte de prévention, le salarié doit être exposé pendant une certaine durée à une certaine intensité à un ou plusieurs des 6 facteurs de risque professionnel qui sont concernés. Nous avons eu des précisions par décret. Ceci abaisse les seuils d'exposition de 2 facteurs de risque, ce qui permet aux salariés forcément d'acquérir des points plus facilement. Donc, on a par exemple la durée minimale d'exposition qui est requise pour le travail de nuit, qui passe de 120 à 100 nuits par an. La durée minimale d'exposition requise pour le travail en équipe successive alternante qui passe de 50 à 30 nuits par an. Et afin d'améliorer la situation des salariés en situation de polyexposition, c'est-à-dire qu'ils sont exposés simultanément à plusieurs des 6 facteurs de risque professionnel, la loi a prévu le principe d'une acquisition des points en fonction du nombre de facteurs de risque auxquels le salarié a été exposé. Ce changement est acté par les décrets qui prévoient que le nombre de points acquis sur le compte de prévention par un salarié est égal à 4, multiplié par le nombre de facteurs de risque auxquels il est exposé. Donc, pour être un petit peu plus clair, 4 points par an en cas d'exposition à un facteur de risque. Donc là, il n'y a pas de changement par rapport à avant. 8 points par an en cas d'exposition à 2 facteurs de risque, 12 points en cas d'exposition à 3 facteurs de risque, etc. Pour un salarié qui est polyexposé et qui n'est pas présent sur toute l'année, les décrets aménagent également le rythme d'acquisition des points. Avant la réforme, il acquérait 2 points par trimestre d'exposition, quel que soit le nombre d'expositions. Désormais, il obtient un nombre de points égal au nombre de facteurs de risque auxquels il est exposé, ce qui donne 2 points par trimestre d'exposition pour 2 facteurs, 3 points pour 3 facteurs, 4 points pour 4 facteurs, etc. Sans changement là encore, pour un salarié exposé à un facteur de risque, 1 point est accordé par trimestre d'exposition. Sous les anciennes règles, un salarié ne pouvait cumuler plus de 100 points sur son compte de prévention au cours de sa carrière. La valeur des points utilisés pour suivre une action de formation ou réduire son temps de travail est révisée à la hausse. Donc désormais, on a côté formation 1 point du compte de prévention qui donne lieu à un abonnement du compte de formation de 500 €. Et avant, c'était 375 €. Côté réduction du temps de travail, on a 10 points du compte de prévention qui permettent de financer un passage à mi-temps avec un maintien de salaire sur 4 mois au lieu de 3 mois auparavant. On a également les modalités d'utilisation du compte de prévention pour suivre une action de formation qui sont un petit peu modifiées. Le salarié doit désormais obligatoirement faire l'objet d'un accompagnement préalable par un opérateur du conseil en évolution professionnelle pour lui permettre de formaliser son projet. Auparavant, il était seulement requis que l'opérateur s'assure de l'éligibilité au projet. Donc là, maintenant, on a un véritable accompagnement. La demande d'utilisation des points du compte de prévention pour financer une formation et abonder le compte de formation est facilitée, puisque maintenant, le salarié peut effectuer directement la demande sur la plateforme Mon compte formation en ligne. Alors, cette disposition s'appliquera qu'à compter du 1er septembre 2024 pour des raisons de mise en œuvre plus techniques. Nous allons à passer à la nouvelle contribution spécifique, contribution patronale de 30 %. L'idée, c'était d'harmoniser le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle et celui de l'indemnité de mise à la retraite. Donc, pour la mise à la retraite, on a une suppression de la contribution patronale spécifique de 50 %. Donc, désormais, on a une contribution patronale unique de 30 %.
En parallèle, on a l'augmentation du coût des indemnités de rupture conventionnelle pour les entreprises. L'indemnité pour la rupture conventionnelle n'est plus soumise au forfait social de 20%, mais à cette nouvelle contribution patronale de 30% sur la fraction exonérée d'indemnités exonérées de cotisation. Donc, l'idée, c'est de protéger les travailleurs qui sont plus proches de la retraite, d'éviter d'éventuels licenciements également. Voilà pour les principales mesures. Après, on a d'autres nouveautés avec cette réforme, bien entendu, mais il nous faudrait plusieurs heures si on voulait parler de tout. Par exemple, pour vous donner une idée, on a le rachat de trimestres de stage, possible jusqu'au 31 décembre des 30 ans, et pour les études supérieures jusqu'à 40 ans. La validation de trimestres au titre des nouveaux stages et pour les sportifs de haut niveau. On a la prise en compte des indemnités maternité perçues avant 2012 dans le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité. On a la création d'une pension d'orphelin. Enfin, on a pas mal d'autres nouveautés un petit peu en parallèle. Si vous voulez plus de précision, vous n'hésitez pas, on peut développer les sujets sans problème. Voilà pour les mesures. Alors, effectivement, on a fait le tour des grandes mesures, donc on va passer à la partie questions-réponses. Donc, comme on vous le disait en introduction de ce webinaire, on a reçu pas mal de questions, donc on a fait une sélection des principales questions les plus posées, et donc Axel va y répondre. Comme on vous le disait aussi, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions complémentaires auxquelles nous ne répondons pas aujourd'hui, à les indiquer dans le chat et on reviendra vers vous pour en parler plus en détail et vous apporter une réponse personnalisée. Alors, on a balayé plusieurs thématiques pour ce qui est des questions. Donc, on va commencer par l'âge de départ et la durée d'assurance requise. On a plusieurs questions sur cette thématique. Donc, première question, Axel. Les décotes sont-elles maintenues avant un départ à 64 ans? Alors, lorsque l'âge légal de départ est à 64 ans, donc pour les générations nées à compter de 1968, l'assuré ne pourra pas bénéficier d'une pension de retraite avant d'atteindre cet âge, même avec une décote. Autre question, est-ce que l'on peut racheter les trimestres d'études supérieures? Oui, tout à fait. La réforme des retraites ne remet pas en cause ce rachat de trimestres d'études supérieures. Et pour précision, depuis le 1er septembre, il est possible de racheter à prix réduit des trimestres au titre d'un stage rémunéré en entreprise jusqu'au 31 décembre de l'année des 30 ans. Auparavant, cela devait être fait au plus tard 2 ans après la date de fin du stage. Et le rachat à coût réduit de trimestre au titre des études supérieures peut désormais s'effectuer jusqu'au 30 décembre de l'année des 40 ans, au lieu du 30 décembre de la 10e année suivant la fin des études en question. On a une question là-dessus, c'est pour ça que je me permets un petit peu de développer. Oui, tout à fait. Autre question concernant la durée d'assurance des trimestres peuvent-ils être accordés au titre de la maternité, de l'éducation ou de l'adoption d'un enfant? Ouais. Alors, on a une majoration de durée d'assurance de 4 trimestres qui est attribuée aux mères pour chacun de leurs enfants au titre des conséquences de la maternité sur leur vie professionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la majoration maternité. Ensuite, on a une majoration de la durée d'assurance de 4 trimestres qui est accordée aux parents pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant la naissance ou l'adoption. Ça, c'est ce qu'on appelle la majoration éducation. Ensuite, on a une majoration de la durée d'assurance de 4 trimestres qui est attribuée pour chaque enfant adopté durant sa minorité à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et les démarches préalables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la majoration adoption. Donc on a ces 3 types de majoration, la majoration maternité, la majoration éducation et la majoration adoption. Pareil, je précise un petit peu, on a eu 2-3 questions là-dessus. Pour les majorations éducation ou adoption, elles pouvaient jusqu'à présent être attribuées au choix du couple. Donc, soit intégralement au père, soit intégralement à la mère, ou être réparties entre les deux. La moitié devra désormais impérativement revenir à la mère. Donc, hors adoption, la mère d'un enfant est assurée d'avoir au minimum 6 trimestres, donc 4 au titre de la maternité et 2 au titre de l'éducation. Merci beaucoup pour les précisions. Autre thématique, les départs anticipés pour carrière longue. On a aussi eu quelques questions sur cette thématique. Donc, première question, quels trimestres sont pris en compte pour les carrières longues? Est-ce que les trimestres pour enfants sont pris en compte? Alors, les trimestres qui sont pris en compte dans le dispositif des carrières longues sont les trimestres cotisés et ceux réputés cotisés. Donc, comme les périodes de service national, dans la limite de 4 trimestres,
de chômage dans la même limite et les périodes de congé d'arrêt maladie, maternité, accident du travail, pareil dans cette limite de 4 trimestres. Les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués pour les enfants, donc naissance, éducation, adoption, ne sont pas comptabilisés pour le bénéfice des carrières longues. Donc ça, c'est un article du Code de la sécurité sociale. Et qu'en est-il des contrats d'alternance? Est-ce qu'ils sont pris en compte pour les carrières longues? Alors là, on n'a pas de changement par rapport aux règles avant réforme. Les trimestres validés au cours d'une période d'alternance sont comptabilisés pour évaluer l'éligibilité à la retraite anticipée pour carrière longue. Et par rapport aux jobs d'été, est-ce qu'ils peuvent être pris en compte au titre de la condition de début d'activité pour le bénéfice du dispositif de carrière longue? Tout à fait, ouais. Pour remplir la condition de début d'activité ouvrant droit au dispositif carrière longue, tous les trimestres cotisés sont pris en compte. Donc, les jobs d'été comptent comme toute autre activité professionnelle. Par contre, le nombre de trimestres comptabilisés avec ces activités ne dépend pas de leur durée, mais des revenus perçus. Donc, il faut avoir gagné l'équivalent de 150 SMIC horaires au cours de l'année pour valider un trimestre. Et cette somme peut être obtenue en cumulant plusieurs jobs d'été, par exemple. Alors, je suis un petit peu perdue dans mes questions, excusez-moi. Ah oui, alors, donc on va aborder maintenant la thématique des départs anticipés pour handicap ou pour incapacité permanente dont on a parlé tout à l'heure. Donc on va préciser cette thématique. Alors, première question, quel statut est retenu pour le départ en retraite anticipé pour handicap? Alors, la RQTH, reconnaissance qualité de travailleur handicapé, est prise en compte pour les périodes d'activité antérieures au 31 décembre 2015. Depuis le 1er janvier 2016, le statut de travailleur handicapé ne suffit plus. Donc, les assurés doivent être atteints d'un taux d'incapacité permanente de 50% ou d'un handicap de niveau comparable. Et toutes les périodes de RQTH, à compter du 1er janvier 2016, et pour lesquelles le taux d'incapacité est inférieur à 50%, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance retenue pour partir à la retraite anticipée pour handicap. Et est-ce qu'il faut avoir atteint un certain taux d'incapacité pour partir en retraite anticipée à 62 ans? Alors, avec la réforme, le régime du départ anticipé pour incapacité permanente à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se divise en deux. Donc, on a un départ dès 60 ans qui sera toujours possible lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 20%, supérieur ou égal à 20%. Pour un départ anticipé 2 ans avant l'âge légal, donc ce sera 62 ans, avant l'âge légal 64 ans, ce taux devra être compris entre 10 et 19%. Si les conditions pour en bénéficier sont remplies, il faudra compléter un formulaire spécifique et le transmettre à la CARSAT 4 mois avant la date de départ choisie. Très bien, donc maintenant on va parler de la retraite progressive. Alors question qui nous a pas mal été posée. Est-ce que les salariés en forfait jour peuvent bénéficier de la retraite progressive? Alors, les salariés qui sont en forfait jour sont éligibles au dispositif de retraite progressive, mais que depuis le 1er janvier 2022. Ils avaient été exclus du dispositif, mais cette exclusion a été jugée inconstitutionnelle. Donc ça, c'était une décision du Conseil constitutionnel de 2021. Le législateur a donc étendu le bénéfice à ces salariés forfait jour. Et donc actuellement, pour être en retraite progressive, il faut travailler entre 40 et 80% de la durée légale ou conventionnelle du travail qui était appliqué dans l'entreprise. Et dans une entreprise où tous les cadres, forfait jour, à temps plein, entre guillemets, travailleraient par exemple 218 jours annuels, le passage en retraite progressive devrait correspondre à un travail entre 87 et 174 jours travaillés. C'est le même principe, en fait, c'est juste qu'on parle en jours. Le salarié en forfait jour qui souhaite passer en retraite progressive doit effectivement conclure un avenant pour acter la convention individuelle de forfait jour réduit qui précisera le nombre exact de jours travaillés et la rémunération qui correspond. Le travail à temps réduit n'est pas le travail à temps partiel. Attention à ne pas confondre les deux. Et concernant les salariés qui sont déjà en retraite progressive, comment le départ à la retraite s'organise avec la réforme? Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Les bénéficiaires d'une retraite progressive au 1er septembre de cette année continueront à relever du régime applicable avant la réforme. Mais la liquidation de leur pension complète ne pourra être obtenue que lorsqu'ils rempliront les nouvelles conditions d'âge et de durée d'assurance. Ils sont un petit peu entre les deux.
Dernière thématique donc, qui concerne les indemnités de rupture conventionnelle. Ah non, excusez-moi, on n'a pas encore abordé. D'autres questions? Ah oui, il me semble. Sur le cumul emploi-retraite. Ouais. Donc, tout à fait, excusez-moi. Donc, quelle est la différence? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Quelle est la différence entre la retraite progressive et le cumul emploi-retraite? Oui, alors, dans le cadre de la retraite progressive, l'assuré poursuit son activité en réduisant son temps de travail, donc temps partiel ou forfait jour réduit. Pour le temps libéré, il commence à percevoir une fraction de sa pension de retraite correspondant à ce temps de travail qui est libéré. Sur son temps de travail, il continue à acquérir des droits à la retraite. Et lorsqu'au terme de la retraite progressive, l'assuré partira définitivement en retraite et cessera totalement son activité pro, la pension provisoire sera réévaluée. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pension qui est provisoire. Le cumul emploi-retraite implique d'avoir déjà liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes, donc de base complémentaires, français, étrangers, etc. Et la reprise d'activité pour le compte du dernier employeur est possible, mais dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, dès la date d'effet de la retraite. Donc l'assuré doit alors rompre son contrat et en conclure à nouveau. C'est là toute la différence avec la retraite progressive. S'il a déjà repris une activité dans le cadre du cumul qui est plafonné, il y aura un délai de carence qui s'applique de 6 mois et qui doit être observé en cas de reprise chez le même employeur. Et le cumul des revenus de la pension retraite est plafonné. Et en cas de cumul emploi-retraite total, le salarié qui ne souhaite pas acquérir de nouveaux droits peut-il reprendre une activité chez le même employeur sans la période de carence de 6 mois? Alors, le respect d'un délai de carence de 6 mois ne s'applique pas pour les assurés qui ont liquidé leur pension au plus tard le 16 octobre, parce que c'est en fait cette date, ça correspond à 6 mois après la publication de la loi. Et si l'assuré ne souhaite pas s'ouvrir de nouveaux droits à la retraite et qu'il remplit bien les conditions de cumul emploi-retraite total, dans ce cas, il peut reprendre ou poursuivre son activité chez le même employeur sans avoir à respecter ce délai de carence. Et enfin, donc dernière thématique, donc le régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite dont nous avons parlé tout à l'heure. La contribution patronale de 30% s'appliquera-t-elle jusqu'à 2 plafonds annuels de sécurité sociale? Alors, la contribution patronale de 30% porte sur la part exonérée des cotisations sociales de l'indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite. Donc, c'est-à-dire pour la fraction non imposable dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale. Pour 2023, c'est 87 984 €. Est-ce qu'il y a une différence entre le forfait social et la contribution patronale pour la rupture conventionnelle, hormis le pourcentage qui change? Non, il n'y en a pas. C'est dans les deux cas une contribution à la charge exclusive de l'employeur et qui porte uniquement sur la part exonérée des cotisations. Seul le pourcentage change, puisque le forfait social était de 20% jusqu'à présent, sur la part des indemnités de rupture conventionnelle exonérées de cotisations, et que la contribution patronale est de 30% sur cette même assiette pour les ruptures depuis le 1er septembre 2023. Que le salarié d'ailleurs soit ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions, si je ne me trompe Oui, pas. il me semble. Oui, ok. Alors, comme on vous disait, n'hésitez pas à nous poser vos questions complémentaires dans le chat. Je crois qu'on en a déjà reçu quelques-unes. On ne va pas y répondre maintenant parce que bon, le webinaire est déjà assez long avec beaucoup d'informations. Donc, ce qu'on fera, c'est que Axel reviendra vers vous pour vous apporter une réponse personnalisée. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, ça a été vraiment un plaisir pour nous. On espère que voilà, vous aurez pu y voir plus clair sur ce gros sujet de la réforme des retraites. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez en savoir plus sur nos offres conseils RH. On vous répondra avec plaisir. On vous enverra bien sûr la présentation pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver également sur LinkedIn
et à prendre contact avec nous si vous avez besoin, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. À très bientôt.